tous, quel bonheur de vous retrouver comme chaque jeudi pour parler culture et même politique culturelle. Aujourd'hui, les livres sont à l'honneur et même les premiers livres, les premiers romans. Écrire un premier roman, d'ailleurs, c'est un petit peu comme s'enfoncer tout nu dans une forêt vierge. Et c'est vrai, hein, il faut comprendre les codes de ce monde qui n'est pas toujours facile. J'en vois déjà qui acquiescent autour de cette table. Il y a les éditeurs, bien entendu, même les imprimeurs, on peut en parler, on n'en parle jamais. Il y a les attachés de presse, il y a les critiques qui sont là, toutes avec les dents acérées, pas toujours heureusement. Et puis, bien sûr, surtout, il y a les lecteurs. Au bout du compte, ça donne ceci. Il y en a plein autour de moi. Ce sont des livres, des premiers livres. C'est un petit peu comme un premier bébé. Les mamans savent de quoi je parle. Un premier bébé qui sort, qui naît, qui sourit, et puis la vie continue. On va parler de tout ça avec mes invités autour de cette table, à commencer par vous, Gilles Bartholens, bienvenue, bonsoir. Votre bébé pèse 2,2 kg, vient de sortir, c'est chez Jean-Claude Delateste, un poids léger quand même pour un bébé, mais pour un livre c'est déjà pas mal. Fanchon chez On Lit, ça c'est Véronique Deprêtre, bonsoir. On est ravis de vous recevoir pour une première ici, Véronique. Bonsoir. En face de vous, Sophie Marie Dumont, bonsoir. Sophie. De l'autre côté, Des Flammes, c'est chez Genèse Édition. Et puis Sylvestre Sbille, bonsoir Sylvestre. Bonsoir, J'écris ton nom chez Belfond. 4 premiers romans. Pas facile de sortir un premier roman, ou peut-être facile, vous allez me dire. Elle avait 18 ans, nous sommes en 1954, elle publie Bonjour Tristesse. Elle s'appelle Françoise Sagan. Françoise Sagan, on regarde. Le prix de la critique est attribué à mademoiselle Françoise Sagan. C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser. Tenez, j'ai acheté la maison. Elle est encore plus folle que moi. À tes amours. Il est une intelligence. T'imaginais tout de même pas que je l'épousais pour son physique? À mon divorce. À terre mariage. J'ai lu ton manuscrit. Je ne te retrouve pas. Je ne retrouve pas mon charmant petit monstre. Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour 3 ou 4 personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot, ils peuvent vous mettre à terre. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne peux plus écrire? Tu vendras la maison. Françoise, vous allez vous battre. Quand vous vous réveillerez, je serai là. À l'hôpital, on m'avait fait prendre un nouveau produit contre la douleur. Cette drogue qu'on me donnait pour m'aider à survivre allait m'enfermer dans la dépendance pour des années. T'es en train de te détruire avec cette merde. Tu vas aller jusqu'où? Jusqu'au bout, comme tout le monde. Je n'ai pas envie de m'économiser. Si vous rendez pas cette maison, vous êtes fichus. Soyez heureuse, vous le méritez. Tu vas dormir avec moi maintenant. Tu sais bien que t'es la femme de ma vie. Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude et d'oublier qu'il vous manque l'essentiel. Voilà, une façon intelligente de tromper sa solitude. Est-ce que c'est votre cas, Véronique Deprêtre? Je vous voyais acquiescer pendant le film. Ah oui, ça me parle. Oui, une façon intelligente. Je trouve que quand on écrit, on est vraiment très seul. Ouais. Ça, tout le monde le dit. Hein. Oui. La plupart de ceux qui écrivent le disent. C'est un moment de solitude. Oui, c'est un moment de solitude, mais très plaisant. Très plaisant, parce que justement, c'est un moment qui fait taire tout ce qui est autour, tout ce bruit incessant qui nous entoure et qui permet aux personnages de surgir avec le rythme, leur musique. Vous avez tous besoin de ce silence? Je ne sais pas qui veut réagir. Oui, tout à fait. Sophie Marie Dumont. En fait, on a besoin de ce silence pour se concentrer, justement, dans le tourbillon de la vie et puis pour trouver de l'inspiration. Ouais. Mais c'est vrai que cette solitude pèse beaucoup et qu'après, ce qui est un vrai bonheur de rencontrer les lecteurs, de rencontrer les gens qui ont lu votre livre. Ça, c'est un bout de course. Hein. Avant ça, il y a toutes les étapes. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un aboutissement de le publier, en tout cas. Cette image, Sylvestre Sbille, de l'écrivain penché sur sa feuille blanche ou sur sa machine ou maintenant sur son ordinateur, c'est un truc qui existe encore, ça? Oui, je pense que c'est... Moi, je connais des gens qui ont besoin d'aller dans des cafés, d'avoir du bruit pour pouvoir travailler. Thomas Gunzig m'avait dit ça. Oui, voilà. Philippe Blasbant aussi m'a déjà raconté que lui, il avait besoin de ça. Oui, Jean-Paul Sartre, c'est dans quel café d'ailleurs. Voilà. Pas de publicité. Donc il y a des contre-exemples, mais c'est vrai que la concentration, pour n'importe quel travail intellectuel, c'est mieux de pouvoir à un moment, en tout cas, être seul et dans le silence. Sauf que le bruit du monde, le bruit de ce qui vous entoure, on en a besoin parce que ça nourrit votre récit aussi, Gilles. On a besoin de rester à l'écoute quand même si on s'isole. Non.
Je ne suis pas certain qu'il faille en permanence traverser ce bruit. Moi, je ne le vois pas nécessairement comme un bruit, mais davantage comme un moment où on rebondit pour se remettre à écrire, pour se remettre dedans, dans des lieux très différents. Chacun de nous écrit. Est-ce qu'on est tenté d'aller voir les lieux qu'on décrit? Je suis avec vous, Gilles. C'est une très bonne question. Vous décrivez vraiment une région qui ressemble un peu aux États-Unis. D'ailleurs, au début, on s'y trompe un petit peu. Oui. Vous jouez avec ça, avec ces codes américains. Mais on est quelque part dans les Ardennes, à la frontière allemande, luxembourgeoise et belge. Vous avez été là, sur place, voir prendre des notes, faire des photos éventuellement? Ça se passe comme ça? Il y a un repérage comme les cinéastes? Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller en Inde pour écrire sur l'Inde, mais dans le cas présent de 2 kg 2, oui, je connaissais la région pour l'avoir traversée, pour y avoir travaillé, mais tout à fait hors saison, ce qui donne cette ambiance particulière. On a envie de parler de sa région, de sa vie. Bon, je sais que vous êtes namurois, Sylvestre, mais vous parlez d'un Bruxellois. Vous êtes aussi bruxellois? Oui, moi je suis bruxellois. J'étais bruxellois 22 ans. Vexé, non, pas du tout. Je quitte ce plateau. Non. Mais vous adorez Namur? Oui, voilà, j'habite à Namur depuis longtemps. On ferme la parenthèse. Mais vous avez besoin d'aller sur les lieux de vos personnages? C'était plutôt le contraire, c'est-à-dire que comme je connais bien Bruxelles, en découvrant tous les lieux où mes personnages avaient été pour de vrai, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, des gens qui ont arrêté un train qui partait pour les camps pendant la guerre. Et donc, plus je me documentais sur eux, plus je voyais qu'ils étaient place Mézère à attendre que les autres les rejoignent à vélo, prendre la chaussée de Harct, enfin tout. Il y a un énorme itinéraire qui se passe dans Bruxelles. On peut presque les suivre sur une carte. Ah oui, tout à fait. L'avenue Louise, l'endroit où la Gestapo avait son... Donc maintenant, quand je passe devant, chaque fois, je pense que c'est l'immeuble de la Gestapo. Enfin, il y a tout un... Évidemment. Voilà, il y a toute une deuxième Bruxelles qui a surgi. Ouais, c'est au bout de l'avenue Louise, quand on va vers le bois de la Cambre. Exactement, sur la droite. Ouais, tout à fait. Véronique, même chose pour vous. On a besoin d'aller mettre ses pieds dans les traces de ces personnages. En fait, moi, oui, mon roman se passe dans une rue principalement et un quartier qui est une espèce de mixte de quartiers que j'ai connu. Ah oui. Que j'ai connu enfant, que je connais aujourd'hui. Donc c'est comme on rêve presque, quoi. Oui, c'est ça. On vole des éléments de la réalité et puis on met sa sauce, ses épices. Et en fait, c'est un quartier et qui a pris la forme de ce dessin ici sur la couverture. La couverture qui est très très belle. Voilà, qui n'est pas mon quartier, mais que j'adore. C'est un mix, on a bien compris. C'est une rêverie comme ça. Sophie, Marie Dumont. Moi, c'est impératif. Ah ouais. Impératif d'aller vérifier. Je voudrais vraiment pas. En fait, moi, la différence peut-être avec d'autres romans qui sont de la pleine fiction. Moi, je m'appuie sur une vérité historique et je ne vais pas commencer à parler de la rue du Damier sans y aller moi-même. Bien sûr. Donc vous allez voir pour sentir, je ne sais pas, presque l'espace. Voir si la vérité historique colle au lieu actuel. Parce que si maintenant la rue du Damier, par exemple, dont je parle, est fermée depuis des années, bon ben voilà, je veux savoir par où les gens se sont échappés, etc. Mais je dirais même mieux, je retourne sur les lieux, je vais hanter les lieux parce que tout à l'heure, moi, j'étais à l'innovation. J'en ai besoin. Avant de venir à cette émission? Juste avant de venir à l'émission, j'étais à City 2, puis j'ai coupé par l'innovation. Ah oui, alors là c'est fort, ouais. C'est fort, mais par contre, je ne peux pas y rester, c'est tout. D'accord. On va regarder quelques images de l'innovation. Votre livre traite entre autres d'incendie, mais entre autres de l'incendie d'innovation. C'est en 1967, le 22 mai 67, un lundi. Quelques images d'archives de la Sonoma. Vous étiez dans l'innovation, maman, ça a brûlé. Je ne sais rien vous dire, monsieur, je vous l'ai déjà dit, je suis vendeuse, mais je ne sais rien vous dire. La seule chose que j'ai vu les gens qui étaient paniqués, qui sont partis, c'est tout. Et vous-même, vous êtes partie normalement? Normalement, tout à fait normalement. Je suis même entrée dans mon vestiaire, c'est la seule chose que j'ai fait, j'ai oublié de prendre au fond l'argent de la caisse et au fond aller chercher ce que j'avais besoin, de mes petites choses, mais autrement rien d'autre. Et il y avait des collègues avec vous lorsque vous êtes sortis? Il y avait des collègues avec vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont réussi à sortir? Mais bien sûr, monsieur, presque tout le monde. Nous avions eu signal de feu, donc elle nous a fallu seulement cuire vers 1h30, je crois. Est-ce qu'il y a eu une panique à l'intérieur au moment où le signal de feu? Je peux vous dire, monsieur, une panique. Pourquoi une panique? La seule chose que je demande, de me laisser tranquille, monsieur. Malgré tout, nous avons vu des gens qui sortaient des fenêtres, vous auriez pu le voir tout aussi bien que moi. Laissez-moi tranquille, monsieur, je vous en prie. Voilà, on sent très fort l'émotion. Même ces archives sont fortes, je trouve. Cette archive-là, je ne l'avais pas vue, mais on sent l'émotion dans la voix de la vendeuse. Et on sent également qu'elle ne se rend pas compte vraiment de la situation.
Et en plus, je vois qu'il y a encore une partie du bâtiment qui est debout alors que tout s'est effondré à un moment donné. Alors, ma question pour les premiers romans, justement, comment on transcrit cette émotion que vous pouvez ressentir, Sylvestre, cette émotion que vous pouvez ressentir également à travers ce personnage assez odieux, finalement, qu'il y a dans votre livre. Comment on l'a transcrit? Je sais que vous avez fait du cinéma, donc vous êtes journaliste, vous avez peut-être le sens de l'écriture, mais... L'émotion, oui, c'est vrai que l'émotion, c'est quelque chose, je pense, qu'on va chercher dans un deuxième temps, celui de l'écriture vraiment. Je pense que d'abord, on va chercher un sujet, ou on va chercher des choses en soi qui ont besoin de s'exprimer, et puis qui tout d'un coup trouvent une manière de s'exprimer. Après, oui, voilà, l'émotion, elle est d'abord, c'est vrai, au tout début, quand on cherche un sujet, on sent que l'émotion doit être synchrone avec ce sujet, ou avec cet endroit, ou avec ces personnages. Et puis, dans un deuxième temps, plus tard, au moment d'écriture, on va le plus profond possible pour la retrouver et la faire partager. Gilles, vous acquiescez? C'est ça aussi? Oui, on a beau calculer, organiser un synopsis, un scénario, après il faut laisser l'initiative à la langue. Enfin, c'est précisément ça qui se passe si on écrit. Il se passe une forme de ravissement ou de grâce. D'ailleurs, tout à l'heure, on se demandait c'est quoi cette solitude? C'est une solitude qui est très gracieuse. Et on recherche ces moments. Et on espère que dans la construction, aussi rationnelle soit-elle du texte, on puisse retrouver ça. Mais comment on crée l'émotion et du coup aussi l'émotion chez le lecteur et l'attention du lecteur quand on est primo-écrivain, si je puis dire? Je crois que l'expression n'existe pas, mais voilà. Est-ce qu'il y a des leçons? Est-ce qu'il y a des recettes? Je sais pas, Véronique, est-ce qu'on se dit tiens, je vais mettre tel type de phrase ou je vais... c'est comme une recette, quoi. Non, mais non. Je pense pas qu'il y ait de recette, et d'ailleurs je ne suis pas certaine que ce soit différent pour un premier livre ou pour un autre. Non, mais c'est-à-dire qu'après on a l'expérience des autres livres. Ça, donc vous êtes novice. Mais moi je suis novice, mais en fait moi je n'ai pas du tout de plan préconçu. Donc moi je pars de l'émotion. Je suis dans l'émotion, je laisse venir le personnage, sa pensée et son émotion. Et c'est presque... Elle vient des personnages? Pardon? Elle vient des personnages? Ah oui, vraiment. C'est le personnage que j'entends en moi, je l'entends parler, et puis je le laisse parler, et c'est sa joie, et je me laisse vraiment pénétrer par l'émotion du personnage. Souvent, les écrivains nous disent c'est une petite voix, en fait, c'est la voix du personnage, il y a une petite voix qui nous guide presque. Oui, tout à fait. Il faut faire attention aussi de ne pas aller dans la mauvaise direction que cette petite voix vous indique. Ah, il y a parfois des pièges, Oh, tout à fait. Par exemple. On part dans un mauvais trip, quoi. On part d'un côté où on ne doit pas aller, qui ne va rien apporter au bouquin. Et il faut avoir la force de se dire non, c'est pas bon, je recommence, c'est pas ça. Vous le faites, vous l'avez tous fait ici, déchirer des papiers, diliter comme on dit maintenant Ouais, je vois Véronique qui rigole. Oui. Gilles? Oui, on dégraisse, on assouplit, on transforme en permanence. Ça, c'est le travail avec l'éditeur aussi qui peut se faire, on va en parler. Chez Sylvestre aussi? Oui, moi aussi j'ai enlevé. Moi c'est pas tellement pendant que j'écris, c'est quand j'ai fini un premier jet, et puis alors je laisse reposer, enfin je pense qu'on fait tout ça, puis alors m'apparaissent les endroits qui sont le gras. Je vais vous poser une question très personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre. On va parler des éditeurs, hein. Mais avant ça, je voulais savoir qui était votre premier ou première lectrice. Sophie-Marie Dumont. Une amie personnelle. Et en fait, première lectrice d'un autre manuscrit, elle m'a dit « Je trouve que c'est pas bien écrit ». Il y a 10 ans. C'est une vraie amie, ça. Oui. Après, je me suis posé des questions. Et vous savez, je crois que c'est plus rendre service à quelqu'un, de lui dire les défauts. Et il faut vraiment... Bon, là, elle y a été cash. Mais ça m'a tellement... que j'ai changé de manuscrit, je l'ai mis dans un tiroir et j'ai commencé mon autre histoire. Et finalement, ça m'a servi. Ouais. Sylvestre, j'ai l'impression que c'est à la maison, votre première lectrice. Oui, non David, vous connaissez la réponse. Donc moi, ma première lectrice, c'est Emmanuelle Pirotte, c'est ma compagne depuis bien longtemps. Et donc voilà, moi je suis son premier lecteur, j'ai cette chance aussi. Et voilà, donc la chance est inversée par moment. Très courte parenthèse, c'est pas trop dur de sortir un roman quand sa femme, son épouse a déjà sorti 2-3 romans? Non, c'est plutôt agréable. C'est vrai que ça me faisait fantasmer de voir après le cinéma ou parallèlement au cinéma à quel point quand ça fonctionne, c'est entre guillemets plus facile parce qu'il y a moins de gens à convaincre qu'un film où il faut convaincre 40 personnes. Ici, c'est une ou deux. Ouais, c'est toujours ce que les écrivains disent. Gilles, vous avez un lecteur, une lectrice Oui, ma compagne, Réna. Et comme c'est une femme géniale, je lui fais confiance. Elle ne souligne que ce qui est bon, et donc le reste, je suis sûr qu'il y a un petit tremblement, il faut que j'y travaille. Et on la salue parce qu'à mon avis, elle nous regarde. Véronique Deprêtre? Oui, c'est mon compagnon d'abord. Oui, enfin, il y en a d'autres après, des lecteurs. Donc c'est souvent dans le giron très proche, oui, si je puis dire. Oui, très proche, oui. Des personnes à qui je fais confiance et je sais aussi qu'il va pouvoir me dire
s'il ne comprend rien ou si, Alors, on a un manuscrit ou un tapuscrit, ou je ne sais pas comment on dit. Bref, il n'y a plus trop de manuscrits maintenant. Hein, je suppose que vous écrivez tous tapuscrits. Après, il faut l'envoyer, évidemment. Alors, l'édition. Ça, c'est un monde, je parlais tout à l'heure de la forêt vierge, il faut, quand on ne connaît pas trop, on va frapper à quelle porte? Il y a des portes en Belgique, on a parlé de Onlit, il n'y a pas tellement d'éditeurs littéraires en Belgique, il y a Genèse Édition également, et d'autres, je ne sais pas, qui veut commencer? Gilles, vous êtes édité chez Jean-Claude Lattès, c'était votre premier envoi ou vous en avez envoyé plusieurs? Comment ça se passe? J'avais remis un premier manuscrit il y a quelques années, et puis donc j'ai renvoyé par la poste. Comme à l'ancienne, quoi. Comme à l'ancienne, pas parce que je crois particulièrement à ça, mais parce que le monde, par exemple, universitaire dont je fais partie, est tout à fait coupé du monde de la fiction, et donc j'ai envoyé par la poste parce que j'ai confiance. Je pense que les éditeurs sont des gens qui lisent vraiment. Je vois, ils sont submergés, mais comment? Vous avez confiance en la poste aussi, ce qui est J'ai confiance en la poste. Oui, alors là il y a des, mais oui, parfois on se demande quand. Mais voilà, j'avais renvoyé aux éditeurs et aux éditrices avec qui j'avais eu des bons contacts. Donc avec un nom, on n'envoie pas comme ça chez Lattès, on n'envoie pas. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. Mais il vaut mieux évidemment. Il vaut mieux un nom. Pareil chez Lattès pour vous? Moi, c'est chez Belfond, mais... chez Belfond, oui. Moi, c'est... En fait, j'avais eu, par rapport à cette stratégie des envois, j'avais eu la chance que ma femme ait publié son premier roman il y a 4-5 ans, et donc j'avais compris qu'il y a cette espèce, dans le monde des lettres, et dans cette espèce de folie de la rentrée littéraire, il y a ce créneau que certains éditeurs veulent jouer, de dire on va tenter le coup, on sait qu'on va être submergé, mais en même temps, c'est le moment où tout le monde est attentif à ça. Et donc, je savais qu'il y avait cette espèce de mode, entre guillemets, du primo-romancier, mais en même temps de danger d'être dans cette nasse. Donc, ça peut être un piège aussi. Oui, ça peut être un piège aussi. Donc voilà, je savais qu'il fallait à la fois venir avec un livre dont on était vraiment content. Et donc moi, personnellement, j'ai envoyé par mail à des gens que j'avais rencontrés ou dont j'avais entendu parler grâce à mon épouse. Donc là, j'avais ciblé. Donc on n'envoie pas dans le vide. Est-ce qu'on envoie, je pense à chez vous, on lit Pierre de Meulenard, est-ce qu'on envoie des gens qu'on connaît, des éditeurs qu'on connaît, peut-être parce qu'une copine ou un copain écrit, ou parce qu'on a apprécié un livre, Véronique de Prêtre? Je pense qu'il y en a qui font comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai gagné. En fait, je n'ai pas cherché d'éditeur. J'ai gagné un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Et l'éditeur était là à la proclamation et m'a demandé si j'avais autre chose. À l'époque, c'était des nouvelles. Et puis, quand j'ai écrit un roman, plus tard, je me suis adressée à l'éditeur avec qui j'aime collaborer. Donc, et puis, c'est un éditeur belge. Une fidélité presque aussi qui s'installe. Pardon ? Il y a une fidélité qui s'installe aussi. Oui. Et puis, une confiance. Oui, une confiance. Évidemment, on peut se dire, ah oui, j'aimerais bien être diffusé en France, Gallimard et tout ça. Mais moi, c'est pas mon enjeu personnel. Et je trouve que c'est bien mes bouquins sont très belges. Et donc, j'aime bien être édité par un éditeur belge. Mais il y a des bouquins très belges. On parlait de Thomas Gunzig tout à l'heure, qui sont édités en France. Donc, c'est pas... Vrai. Gilles, vous aussi, ça se passe en Belgique. Il y a quelque chose de profondément belge. Pourquoi pas un éditeur belge, du coup, pour avoir plus de lecteurs, entre guillemets? C'est pas le même marché? Non, il n'y a pas de calcul. Bon, je suis un petit peu lié à la France parce que je travaille en France. Mais sans ça, c'est vrai, peut-être que ma méconnaissance du milieu littéraire belge a fait que je me suis tourné vers des éditeurs français, voire parisiens. Ils sont peut-être plus médiatisés aussi, forcément, dans les émissions de télé, de radio. Vous, c'est chez Genèse, on est en Belgique aussi, ça t'est directement chez eux? On est en Belgique, mais aussi on est en France, puisque Genèse, c'est un pied à Paris, un pied à Bruxelles, et moi, comme j'habite à Paris. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est le chemin contraire, en fait. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai voulu l'envoyer qu'à 5 éditeurs, que j'ai sélectionné grâce au site du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Okay. Et en fait, Daniel Ness m'a rappelé quelques jours après, mais je voulais rajouter, comme Véronique, en fait, elle était en pleine réflexion par rapport à mon manuscrit, et pas que le mien, évidemment, puisqu'elle en édite d'autres. Et pour booster son envie de me publier, j'ai participé au prix Fintro 2018, et j'ai été une des finalistes. Donc, ça aide, ça, donc ça veut dire que tout d'un coup, votre nom revient? Alors, je trouve que c'est un tremplin. Enfin, moi, je crois beaucoup dans les concours. Je crois que si on est un complet anonyme au fond de sa cave en train d'écrire, si on veut se faire connaître, la première chose, c'est pas d'envoyer des bouquins,
c'est d'essayer de participer à des concours de nouvelles, de poèmes, etc. Ce que moi j'ai fait. Et j'ai créé aussi un blog littéraire, vouslisez.com. Oui. Donc vouslisez.com, on le recite comme vouslisez.com. Et en fait, c'est grâce à ça que les gens ont commencé à se dire « Ah oui, c'est la fille du blog. Ah oui ». J'ai gagné une nouvelle dans le L en France, j'ai gagné un poème en Figaro, et ça le fait quoi. Donc on sent des chemins un petit peu différents chez vous. Alors il y a, on est en 2019, donc il y a les médias, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a les petites vidéos. C'est toujours pratique de mettre une vidéo. Les grandes maisons d'édition les fabriquent elles-mêmes, les vidéos, parce qu'elles ont les moyens. Quand on est un premier écrivain, c'est plus compliqué. Vous avez fait appel à vous, Gilles, à un copain, j'imagine cinéaste. On va en parler. On va regarder une sorte de bande-annonce, mais plus que ça, puisque c'est un extrait qui est lu de votre livre 2 kg 2, et puis on en parle juste après. Il y a une beauté de la jeunesse et il y a une beauté des années, se dit Sully G. Price en croisant le regard de Molly. C'était imprimé sur la plaque de son uniforme. Et Molly allongeait le cou pour arroser les clients de café fumant. De loin, on voyait son visage de jeune fille. Mais lorsqu'elle s'approchait, on voyait la femme, les enfants qu'elle avait eus, la force qu'elle avait eue, celle avec laquelle elle affrontait la suite de la vie. Il neigeait depuis le matin. Le parking du diner s'était rempli de camions. Les gens du coin, venus prendre leur petit déjeuner, des œufs au bacon pour la plupart, attendaient que le temps s'améliore pour reprendre la route. Au-dessus du comptoir, la télévision ne présageait rien de bon. La tempête avançait sur la carte animée. Voilà, et ça continue comme ça. C'est plus qu'une bande-annonce, parce que c'est presque quasi un extrait qui est lu. C'est un film de Stéphane Manzone, d'ailleurs. Gilles Bartholens. Oui, on l'a composé ensemble. En réalité, dans ce parcours, dès lors que vous avez signé, vous avez fait des déjeuners de travail, vous avez recomposé le livre, vous l'avez édité, il y a toute une phase auquel on ne pense jamais. Moi-même, j'ai découvert, c'est que au mois de juin, si vous avez une sortie en septembre, il y a la présentation aux représentants, aux libraires, aux journalistes. Ah oui. Et à ces occasions-là, les éditeurs organisent parfois des grandes réunions avec des petites présentations, des spectacles. Et à cette occasion-là, je me suis dit, je vais essayer de reproduire ce qui est le plus important pour moi dans 2 kg 2, c'est-à-dire l'atmosphère, l'ambiance, le bout du monde, et en même temps, on est en plein air, c'est une sorte de théâtre en plein air, et tout est intérieur. Ouais. C'est pas obligatoire, ça, évidemment. Il y a toutes sortes de moyens de se faire connaître. Il y a les rencontres aussi dans les librairies. Il y en a de plus en plus. Elles ont un succès moyen, parfois un beau succès. Ça dépend un petit peu aussi. C'est quelque chose que vous pratiquez. C'est l'éditeur qui décide, ou comment ça se passe? Je sais pas. Qui veut répondre? Non, on a fait une présentation à deux, Gilles et moi, et après il y avait une signature où on rencontre les gens. Mais bon, au centre Wallonie-Bruxelles de Paris. À Paris, en face de Beaubourg, tout à fait. Ouais. Les rencontres littéraires, c'est l'éditeur qui organise. Une fois que le livre est édité, une fois qu'il est là, vous vous débrouillez pour le faire connaître. Sylvestre Zbieg, on vous dit allez-y, c'est vous qui appelez les télés, ou il y a un attaché de presse qui vous suit? Il y a dans mon cas une attachée de presse que je salue au passage. Non, on est toujours, je pense que l'éditeur est toujours content que vous fassiez un peu de buzz ou je ne sais quoi autour de vous. Mais ça, c'est aussi une question, ce qui est la question des réseaux sociaux. Oui. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que... Pourquoi? Parce que c'est pas le métier d'un écrivain. Ensuite, alors il y en a qui sont doués pour le faire, et donc ils le font très bien. Il y en a d'autres, par exemple c'est mon cas je pense, qui ne sont pas très doués pour ça et qui partagent maladroitement et qui ensuite ont des likes et en sont très contents, mais c'est pas... Voilà, moi ça m'est arrivé par exemple pour la sortie d'un film, et je faisais des trucs sur internet, et puis on a été voir une agence, et dans les 10 minutes de discussion avec cette agence, ils avaient fait 10 fois plus que ce que moi, mon producteur, en avait pu faire en 3 mois. Donc voilà, je pense que... C'est ça aussi l'intérêt de cette émission. C'est pour ça que je voulais vous recevoir, parce que vous n'êtes pas écrivain, c'est pas encore en tout cas votre métier principal. Vous êtes prof à l'UNIF, blogueuse, bon vous écrivez, mais journaliste. Véronique, vous êtes psychologue de formation. Donc vous découvrez un monde, quoi. C'est ça que je disais, dont on n'a pas toujours tous les codes. Il faut un petit peu se lancer aussi parfois, non?
Ah oui, il faut se lancer, il faut faire confiance à l'éditeur, l'attaché de presse. Moi, je découvre complètement, là, je ne connais pas Isabelle ça. Fagot, dans votre Isabelle cas, Fagot, qui fait ça d'ailleurs très bien. Oui. Et heureusement, parce que une chose est d'écrire, autre chose, quand on écrit, on n'imagine pas nécessairement d'abord qu'on va être lu, qu'on va avoir l'objet en main, le sentir. Ça fait drôle. Ah oui, c'est très gai, quoi. C'est vraiment, on est comme un enfant, quoi. Donc, Gilles, une fois que vous l'avez lu dans les mains, je ne l'ai qu'en main, je ne l'ouvre plus. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'on veut toujours, vous savez, l'écriture c'est comme la peinture à l'huile, ça sèche jamais, donc on veut vous avez trouvé des défauts. Dans mon cas, je veux toujours encore changer. Non, ouais, vous relisez Moi, je l'ai déjà lu, le mien, personnellement. Je l'ai déjà lu. Non, vous relisez, je dis. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je le connais par cœur et que chaque fois, je relis le même passage, donc c'est très énervant. Mais bon, au début, on a des angoisses, on relit forcément, mais bon, là, c'est... Ouais. Moi, j'ai une précision à donner par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et par rapport à la question précédente sur la diffusion. En fait, quand on choisit l'éditeur, c'est pas seulement le nom, on parlait de Gallimard, on se dit c'est surtout la personne qui travaille pour cette maison d'édition. L'éditeur dans la maison. Dans la maison. C'est ça qui change tout, je pense. Et aussi pour le suivi après. Si vous avez une personne qui croit en votre livre, vous pouvez être chez n'importe quel éditeur, même très connu parisien, et puis vous retrouver en traîne. Ou le contraire, avec un petit éditeur, tout d'un coup, être très très bien traité. Il nous reste 1 minute. Vous avez tout ramassé. J'avais envie de vous demander, quand je parlais du bébé tout à l'heure, quand on accouche, après on a un petit peu le blues du bébé. Est-ce que vous avez eu le blues de l'accouchement? Pas encore. On est en plein de promos, c'est l'effervescence, c'est l'euphorie. Non. Moi, perso, non. Des angoisses, évidemment, angoisses, mais là... A-t-il 2 yeux, 2 mains est-ce que ça va plaire? Le blues, vous l'avez pas trop ce blues, parce qu'en décalé, on est... Dans mon cas, j'essaye de continuer à écrire, mais on est suspendu à cette attente de la réussite. Oui. Ah oui, quand même. Oui. On attend votre coup de téléphone. Véronique, vous avez eu le blues moi, je n'ai pas le blues. J'ai la chance d'être une jeune romancière quinquagénaire, donc je suis dans l'excitation de quelque chose de neuf et frais. Donc, c'est marrant, ça, ce que vous dites, c'est comme une nouvelle vie. Oui, tout à fait. Et le bouquin a sa vie à lui. Et Sylvestre, est-ce que vous êtes plutôt bluesman? Comme disait Gilles, pas de blues, on va de l'avant, on attend de voir comment la sauce prend et on travaille sur d'autres choses. Allez, on va publier les livres qu'on a déjà. Oui. En tout cas, on vous attend pour le deuxième. Il paraît que c'est pas facile, le deuxième. Bon, on en reparlera. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant, vraiment. Je rappelle vos livres, tant qu'on y est, on va en profiter, puisque c'est aussi important le passage en télé. Fanchon, voilà, ça vient de sortir, c'est chez On lit, c'est Véronique Deprêtre. Assez personnel. On n'a pas parlé des contenus, on a parlé un petit peu de la façon de déconstruire. Gilles Bartholens, 2,2 kg. Vous avez une très bonne presse déjà, Gilles. Jean-Claude Lattès. J'écris ton nom, Sylvestre Zbil. Voilà, c'est chez... J'ai aussi une très bonne presse. mais oui. Et de l'autre côté des flammes, Sophie-Marie Dumont, c'est chez Genèse Éditions. Je m'en voudrais de ne pas vous citer un coup de cœur. C'est un premier livre aussi, c'est Rétine, c'est Théo Cacciani, que je vous conseille vraiment, c'est chez POL. Et lui, il a suivi une sorte de cours à la Cambre. Il y a une formation pour auteur, ce que vous n'avez pas fait, mais voilà, il y a d'autres chemins également pour devenir auteur. Et puis il y a plein de nouveaux romans. Adeline Dieudonné, je ne sais pas qui n'a pas lu Adeline Dieudonné ici. C'était le premier roman dont tout le monde a parlé l'année passée. Ça s'appelle La vraie vie. Merci infiniment à tous les quatre. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.